Aujourd'hui, je vais manger comme un véritable viking pendant 24 heures. Depuis très longtemps dans mon développement humain, les vikings m'ont fasciné, que ce soit dans des séries comme Vikings ou dans d'excellents mangas comme Vinland Saga. On a l'habitude de les voir comme des guerriers sanguinaires, musclés, féroces, qui mangent de la viande et qui conquérissent des territoires. Mais qu'est-ce que ces guerriers redoutables mangeaient réellement dans leur vie de tous les jours? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en reproduisant des recettes tirées de ce livre juste ici. Il s'agit d'un livre qui reproduit des recettes vikings à partir de fouilles archéologique. Il y a énormément d'informations à l'intérieur, je l'ai lu un peu et c'est fascinant. J'ai sélectionné plusieurs recettes qu'on va tester aujourd'hui, comme par exemple le pain cuit dans un tissu, la bière aux œufs, le porridge du voyageur et encore plus. Suivez-moi tout au long de la journée, on va manger déjeuner, dîner, souper, comme un vrai viking. Pour notre premier repas de la journée, on va faire le porridge du voyageur. Dans la société viking, le porridge était essentiel parce que c'était surtout fait avec des ingrédients non périssables, donc très pratique pour amener sur les bateaux, pour les voyages, pour les commerçants, pour les longues distances. Pour faire ce porridge, on va avoir besoin d'orge, qui est la céréale principale du porridge, de porc fumé, donc j'ai ici des belles tranches épaisses de bacon. On a également une belle quantité de beurre parce que vous allez voir, les produits laitiers sont très présents dans la cuisine viking, c'était vraiment important. Et on a aussi du poireau. Il n'y avait pas une énorme variété de légumes qui poussaient sur les territoires vikings, mais le poireau revient très souvent. On va commencer par couper le poireau. Selon le livre, on a besoin d'une quantité à peu près comme une main. C'est pas très précis. On va couper ça avec l'outil de prédilection d'époque, la hache. Très efficace, ça. T'es un viking, moi. On va changer d'outil, ça va aller mieux avec ce couteau. Regarde ça, un beau couteau viking. Archéologique, ça. Je vais tout simplement couper ça en petites rondelles. Ça n'a pas besoin d'être ultra précis. On va hacher ça un peu, grossièrement. Maintenant que notre poireau est haché, on va s'occuper de la cuisson du bacon. Attention, ça va être douteux. On ne va pas cuire le bacon comme on a l'habitude, de le faire poêler pour que ça soit croustillant et juteux. Non, on va le faire bouillir. Donc, on va mettre de l'eau dans une casserole. Environ 1 litre. On va amener l'eau à ébullition et y ajouter le bacon. Je suis vraiment pas convaincu de cette technique. Je sens que ça va être dur. Ça pourrait être dans les recettes Cursed, honnêtement. Étant donné que le bacon cuit dans l'eau, ça va nous donner un bouillon pour ensuite le réutiliser pour cuire l'orge. Je comprends un peu l'idée. Ça fait un bouillon naturel, bien gras. Pendant que ça cuit, on va faire fondre du beurre dans une poêle et sauter nos poireaux hachés. Le bacon semble cuit, ça ressemble à ça. Le gras est bien gluant, mais la viande ressemble un peu à du jambon. Je pense que ça peut être assez bon finalement. Donc je le mets de côté. On ajoute l'orge dans le bouillon bouillant. On laisse ça bouillir à peu près 20 à 25 minutes. Il n'y a pas énormément de détails dans le livre. Ils n'ont pas trouvé dans la fouille archéologique combien de temps pour le porridge. Notre orge est enfin cuit, ça a été vraiment plus long que prévu, ça a pris peut-être quoi? 40 minutes je dirais, ça a absorbé tout le liquide. On va maintenant couper notre bon bacon bouilli en petits morceaux à l'aide de ce couteau viking authentique qui ne vient surtout pas d'un site web douteux. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est transférer notre orge cuit dans la poêle avec le beurre fondu et les poireaux. Et on va rajouter également le bacon bouilli. On mélange le tout. Quand on y pense, c'est un peu comme un risotto, mais viking. Ça manque de fromage. Un petit parmesan là-dedans, là. Et voilà, c'est prêt. Voici à quoi ressemble le porridge du voyageur. Le premier repas de notre journée viking. Bon appétit! Oh my God! C'est nourrissant en maudit. C'est tellement dense. Je comprends pourquoi les voyageurs pouvaient manger quelque chose dans ce style. C'est très nutritif et franchement, c'est vraiment pas mauvais. Malgré que ce soit un peu un plat de survie, il y a quand même un côté gourmand. Quelque chose qui me frappe, c'est que contrairement à la cuisine d'aujourd'hui, il n'y a aucun sel. Les Vikings n'utilisaient pas vraiment de sel pour assaisonner leurs plats. Ils utilisaient le sel pour préserver des viandes dans les salants ou des poissons. Donc quand ils ajoutaient la viande ou le poisson salé à leur plat, ça rajoutait un peu de sel. Ici, on a le bacon qui est légèrement salé. On a l'orge qui a absorbé un peu le sel dans le bouillon de bacon et on a aussi beaucoup de beurre salé. Donc ça vient rajouter un peu de sel, mais c'est beaucoup moins salé que ce que je mange aujourd'hui. Ce plat ne contient rien d'extravagant, mais contient tout ce qu'il faut pour partir en dracard. Voudrais-tu goûter? C'est ça, c'est un repas de bodybuilder, là? Ouais, si un bodybuilder s'alimente en caoutchouc, là. Tu fais référence au bacon. Ben oui, Chris, le bacon, c'est pas du bacon, là, je pense que c'est des stripes de tailleur finis, ça. T'es allé chez Goodyear ou t'es allé au garage, t'as demandé des tailleurs d'été brûlés. Je vais mettre ça dans mon porridge. Les Français vont rien comprendre. Il y aura plus de problème, ça. Mais le poireau apporte quelque chose de bien. Ouais. Un côté crémeux. Ouais, vraiment. Ça me fait un peu penser au goût des pâtes carbonara. Non, franchement, bien. On poursuit.
Cette vidéo est une gracieuse présentation de Holy. Leur campagne New Year, New Me met de l'avant l'idée de commencer la nouvelle année sur de bonnes bases. Et quoi de mieux pour commencer la nouvelle année que de s'abreuver avec des boissons qui combinent bien-être, plaisir et énergie. Holy vous propose une belle variété de boissons sans sucre, sans taurine, avec des ingrédients, des arômes et des colorants 100% naturels. Ça fait changement de beaucoup d'autres boissons qu'on connaît qui sont bourrées d'ingrédients artificiels. En plus, les boissons sont enrichies en multivitamines et en antioxydants. Il y a la gamme Ice Tea pour tout simplement s'hydrater avec de délicieux Ice Tea naturels. Il y a la gamme Hydratation qui est remplie d'électrolytes, de minéraux et de vitamines. Et il y a la gamme Énergie qui contient de la New Caf, qui est une caféine cristallisée qui prend plus de temps à se dissiper et qui évite le fameux crash de caféine qui fait aïe. Je l'utilise régulièrement avant une séance d'escalade ou un entraînement de grosse musculation. Personnellement, j'ai un coup de cœur pour le Citrus Cobra à saveur d'agrumes. C'est satisfaisant, on a envie d'en boire encore plus à chaque gorgée. On a affaire à des mélanges harmonieux, intrigants et délicieux. Si vous êtes aussi curieux que moi de découvrir de nouvelles saveurs, je vous propose le Starter Kit Deluxe. À l'intérieur, il y a la nouvelle bouteille New Year, New Me, ainsi que 42 portions pour tester leurs nouvelles saveurs de gamme Ice Tea, Energy et Hydratation. En plus, vous pouvez profiter de 5 € de réduction et 10% de remise sur vos prochaines commandes avec le code GURKI. Le lien est dans la description, foncez! L'offre est disponible à l'international avec livraison partout dans le monde. Merci beaucoup, Holy! On a mangé notre premier repas et maintenant je vais faire une petite collation. Qu'est-ce que vous pensez d'un pain dans un sac? Regardez l'image, ça a l'air appétissant. Quand j'ai vu ça, ça m'a automatiquement convaincu. Pour faire cette recette, il va vous falloir de la farine d'orge. Moi, j'ai tout simplement pris de l'orge que j'ai mis dans le mixeur pour la transformer en farine. Des érelles rouges. Tu sais, la petite sauce au Ikea, là, la petite sauce rouge, c'est fait avec des érelles rouges ou en anglais des lingonberries. J'en ai pas trouvé, donc j'ai ici des canneberges. Il faut également des graines de carvi moulues. Je connaissais pas cette épice. Ça a une odeur très particulière de menthe, de cumin et de céleri en même temps, on dirait. Très particulier. Dans un bol, on va ajouter notre farine d'orge, nos graines de carvi moulues, nos fruits rouges, ainsi que de l'eau. On veut tout simplement essayer de faire une pâte à pain. Donc on mélange le tout jusqu'à temps qu'on ait une belle consistance de pain. Rajouter de l'eau au besoin. J'ai trouvé ça vraiment intéressant dans le livre, c'était écrit que des fois, certains aliments étaient cuits dans des sacs en même temps que la viande cuisait dans l'eau. Donc par exemple, on aurait pu cuire ce pain en même temps que le bacon de plus tôt. Là, on n'a aucun sucre dans ce pain. Ça va être un pain vraiment neutre. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de levure. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Déjà là, c'est spécial. La pâte est bien pétrie. Je vais la diviser en 3 pains vikings. Ça me ferait dire ça, un pain viking. Maintenant, on va préparer notre fameux linge. On va mettre un fond de farine dans le linge parce qu'on veut pas que la pâte colle, évidemment. On va le déposer dans le milieu du tissu et on va tout simplement l'enrouler pour qu'il soit le plus possible hermétique. Ensuite, on va refermer le tout avec un élastique ou, si vous voulez, une ficelle pour être un peu plus historically accurate. Je pense pas que les Vikings avaient des élastiques à queue de cheval. Ah, une bonne collation viking avant d'aller lancer des haches. On va tout simplement le déposer dans l'eau bouillante de 20 à 30 minutes jusqu'à temps que ça soit cuit. Ça fait 30 minutes que le pain dans le sac bout. Normalement, c'est prêt. On va le sortir de l'eau comme ça et le déposer. On dirait une balle de tennis. Est-ce que j'ai réussi mon pain? Est-ce que ça va être appétissant? Est-ce que je vais avoir une bonne collation viking? Ouh! Regarde-moi ça, le beau dumpling géant. J'ai la fierté de vous annoncer que c'est exactement identique à ce qu'on voit dans le livre de recettes. Voici une comparaison. Voyons voir l'intérieur. Est-ce que c'est bien cuit dans le milieu? Je suis un peu sceptique. Oh, que c'est dense. On dirait une grosse barre tendre. Évidemment, d'habitude, c'est servi avec d'autres choses, en accompagnement, avec de la viande bouillie, des légumes. Là, je vais vraiment le manger tel quel, comme si c'était une petite collation viking. Ah ben, ah ben, ah ben. C'est pas méchant. Je sais pas si vous avez déjà goûté au pain sans gluten, mais ça me fait énormément penser à ça. Ça s'effrite, c'est extrêmement dense. Tu manges une bouchée, t'es calé pour 8 jours. Les graines de carvi, ça a un arrière-goût très particulier. Ça rajoute quelque chose d'intéressant. Et les petites canneberges, c'est beaucoup d'acidité et ça fait que ça devient pas trop sec en bouche. Une chance que les petits fruits pour varier un peu le goût parce que sinon c'est très simple. C'est acide. C'est parfumé. Honnêtement, j'ai l'impression de manger un pain. L'extérieur est humide, mais l'intérieur ne l'est pas trop. Tu trempes ça dans un bouillon quand tu manges un ragoût. Tu mets un petit filet de miel. Si jamais t'es un bourgeois et que t'as accès à du miel, ça peut être quand même cool. Je pense que je trouve ça bon parce que j'avais vraiment aucune attente en fait. Mais c'est pas tant bon. Je m'attendais à ce que ce soit infâme. Carl, un petit morceau de pain bouilli dans un sac? Je pense que j'ai déjà mangé du Jeep Rock plus goûteux.
Toutes tes références de dude, De construction. de char et de construction, ça me Aujourd'hui, ça me tente de mêler tout le monde. Tout le public européen, vous êtes retiré de l'équation avec mes interventions aujourd'hui. Non, non, pour vrai. Ben, c'est de la farine d'orge. C'est sûr, ça goûte à rien. Là. Fait que t'as un contraste qui est très bizarre entre une pâte qui est extrêmement fade et quelque chose de très acide en même temps. Fait que ça, tu vas aux deux extrêmes. Carl a raison en disant que c'est pas fameux, mais je pense que ça peut être rehaussé et amélioré et mis au goût du jour. À une époque où c'était soit manger ça ou manger du sable. Il dit les termes. C'est le moment de notre deuxième repas consistant de cette journée vikingesque. On parle ici de saumon sur un délicieux ragoût de navet. Pour faire cette recette, on va avoir besoin d'un beau filet de saumon. Idéalement, si vous pouvez garder la peau et les os, c'est encore mieux. Il faut 4 œufs, une énorme quantité de beurre, regarde-moi ça, 150 grammes de beurre. Il faut des navets, du poireau, un peu d'oignon vert, de la nette et de la coriandre. Quand j'ai vu la recette, je trouvais que ça avait l'air délicieux, mais le saumon, sachez que c'était pas le poisson le plus commun dans la diète du viking. Il connaissait le saumon, mais c'était surtout le hareng, la morue et d'autres poissons plutôt blancs qui étaient privilégiés. Le saumon était plus difficile à se procurer. Mais c'est meilleur par contre, c'est mon poisson préféré moi. La première étape de cette recette, c'est qu'on va faire bouillir notre filet de saumon avec la peau. Ça va nous permettre de cuire le saumon, mais aussi de créer un bouillon, exactement comme on le fait avec le bacon. Pendant que notre saumon bout, on va préparer les légumes et le reste de la recette. Je suis un viking multifonction. Je vais tout simplement hacher notre poireau. J'ai changé de couteau, hein, vous me permettrez, parce que là, on veut de l'efficacité, s'il vous plaît. On va réserver le même traitement à cet oignon vert. C'est pas spécifié si on doit enlever la peau des navets dans la recette, mais je vais le faire. Ça me semble logique. Les oignons verts me brûlent la crétine. Pourquoi pas tenter de peler le navet à la hache? Eh non! Mauvaise idée. Les légumes sont bien coupés, regardez-moi cette montagne de navets, les poireaux, les oignons verts. On va les faire sauter dans une quantité inconcevable de beurre. Voyons, man, voyons donc! Le saumon est bel et bien cuit, je le retire du bouillon, j'enlève sa peau soigneusement en essayant de conserver le plus de chair et on met de côté le bouillon restant. Maintenant, on va séparer le jaune de 4 œufs pour garder seulement le jaune. On va battre les jaunes d'œufs ensemble pour que ça devienne bien homogène et crémeux. On va ajouter nos jaunes d'œufs directement dans le bouillon du saumon. On mélange les jaunes d'œufs dans le bouillon bouillant. On rajoute ensuite notre mélange de bouillon et d'œufs directement avec les légumes et la quantité abusive de beurre. J'ai préalablement coupé mon saumon en bouchées. On l'ajoute sur le dessus et on met le couvercle pour réchauffer le tout. J'ai haché la coriandre et la nette. On va en mettre un petit peu sur le dessus pour ajouter un peu de couleur, un peu de nature. Voici la recette originale. Voici ma reproduction. Très satisfait du résultat. Les étapes étaient étrangement très difficiles à suivre. C'était drôlement formulé. Mais je pense que j'ai réussi à bien le reproduire. Je trouve que ça a l'air délicieux. J'appréhende un peu la soupe de beurre par contre. Parce que c'est littéralement ça. C'est un ragoût au beurre là, qu'on a devant nous. Santé. Wow! Oh, oh, ah. C'est très surprenant et c'est délicieux. J'ai pas l'impression que c'est gras, que c'est riche en bouche, c'est très léger. Les navets bien cuits, ça fond sous la dent. Le saumon bouilli, en fait, c'est comme un saumon poché, c'est juste vraiment délicieux, c'est moelleux. Les poireaux, encore une fois, ça rajoute tellement un bon goût agréable. Les oignons verts aussi. Et la nette et la coriandre qui rajoutent une fraîcheur et surtout l'envie d'y retourner encore et encore. Ça fait que c'est un plat équilibré et ça me procure du plaisir à manger parce que même à l'époque viking, les gens avaient du plaisir à manger et c'est ça l'essentiel. Encore une fois, c'est pas du tout salé, mais on dirait que ça laisse plus de place aux subtilités, des petites saveurs par-ci par-là. Le navet, il est sucré. La nette est herbacée. Le saumon, il goûte bon. C'est sans doute un des meilleurs plats de cette vidéo pour l'instant. Le beurre. Ça manque d'une petite boisson, d'un petit dessert. Faisons ça. Mais avant, faut que tu goûtes, Carl. Je trouvais que ça a été un drôle de mixte, mais ça va super bien ensemble. Ça a bien vieilli, ça. J'espère vieillir comme cette recette. Vieillir dans le beurre. Quand je pense personnellement aux Vikings, je pense directement à l'hydromel. Mais les Vikings buvaient beaucoup plus de choses que de l'hydromel, entre autres de la bière. Et donc ici, on a une variation d'une boisson à base de bière qui s'appelle le Ale Nog. Cette boisson a été créée pour combattre les conditions difficiles, le froid, et procurer un réconfort à la population viking. C'est comme le chocolat chaud d'époque. Pour faire cette recette, il faut une bière. C'est écrit dans le livre qu'il faut une bière de type gueuse. J'en ai pas trouvé dans mon cas, mais il faut tout simplement une bière plus acide, plus légère
voyageur, donc j'ai quelque chose de très semblable ici. Il faut également une belle grosse quantité de miel. On a également 2 œufs. On va mettre des œufs dans de la bière. Des graines de fenouil moulues. Ça sent l'anis, mon ami. Ça sent le pastis et ça sent la bite. Donc, première étape, c'est qu'on va séparer les jaunes des blancs. Finalement, le gras de notre plat de saumon se manifeste en moi, là. Je sens des troubles digestifs imminents. Les jaunes d'œufs dans la casserole. Oui! Je vais verser tranquillement la bière avec les jaunes d'œufs et mélanger avec un fouet. J'ai bien parlé de boissons réconfortantes, donc on doit chauffer la bière doucement en y ajoutant le miel ainsi que les graines de fenouil. Pour le pastis à pétanque, un peu plus de fenouil. J'ai ma corne à boire pour le plus d'authenticité et on va verser cette mixture encore légèrement chaude mais pas trop chaude dedans. Ah! Le eggnog est prêt à être dégusté et ça a vraiment une odeur très prononcée. Je suis pas convaincu d'aimer. Skål! Wow! C'est très particulier. Ça me fait penser à une espèce d'eau chaude au citron et au miel quand on est malade. C'est quelque chose que j'ai tendance à consommer et ça a le même feeling avec un supplément d'alcool. Et heureusement, on sent pas trop le fenouil. On dirait vraiment du jus de citron et du miel. Les œufs, on les sent pas. Il y a pas de grumeaux, il y a rien. Ça donne mal au ventre, je pense. À boire avec modération, bien sûr, l'alcool, hein? Carl, skål! Zoom sur sa face. C'est ça, gars. Plein de saveurs bizarres ensemble, je sais pas comment dire. Le goût, ça va encore. Mais l'odeur, quand tu l'approches de ta bouche, là, il y a comme une odeur, ça sent. Ça sent le suri. Ouais, un peu. Skål! Non. Skål! Skål. Ça passe mal dans le système digestif, mon corps apprécie pas tant. Ça non plus, clairement. Oh. Honnêtement, je pense qu'avec un choix de bière différent, ça aurait pu être meilleur, mais j'ai pris la bière qui se rapprochait le plus de l'histoire. C'est le coût à payer pour respecter l'histoire. On a mangé, on a bu, mais ça manque de petites gâteries. Voici les petites gâteries aux noisettes. Pour faire cette recette, il faut évidemment des noisettes, une belle grande quantité. Il faut un œuf, du miel ainsi qu'un peu de farine. Première étape à cette recette, c'est de réduire les noisettes en poudre le plus possible pour que ça devienne une espèce de farine de noisettes. J'ai réveillé mon chat avec ce vacarme. Je m'excuse. La texture a l'air parfaite. Très satisfait de mon pilon et mortier. On dépose cette fine poudre de noisettes dans un bol. J'ajoute un œuf à cette mixture de noisettes. Cette fois-ci, l'œuf au complet. Ouais! Rajoute du miel là-dedans aussi. Un édulcorant de qualité. Oh, la gâterie qui s'en vient là. Pour assécher légèrement le tout, on va ajouter un peu de farine. On y va à l'œil, on y va au feeling et on y va surtout à la gourmandise. Team gourmandise dans les commentaires si vous aussi vous êtes des gourmands. Une fois que notre pâte est bien consistante et peut se manipuler comme une pâte à modeler, ça veut dire que c'est prêt. On fait des petites galettes comme ça, pas plus épaisses que 1,5 cm. C'est bien spécifié de ne pas les poêler, mais bien juste de les sécher dans la poêle à feu doux. Donc je dépose ça là-dedans et en espérant que ça fonctionne. J'ai essayé de bien cuire les galettes sans les dorer, ça a l'air pas pire. Ça s'effrite en main, ça a l'air très très sec et j'ai peur que ce soit pas assez sucré. Voyons voir. Bon appétit. Très très bon goût de noisette. Personnellement, c'est une des noix que j'adore le plus. On sent un peu le miel aussi, c'est légèrement sucré. Vraiment pas beaucoup, ça aurait pu l'être plus. Comme à peu près tous les plats qu'on a testés aujourd'hui, c'est très très dense et très très nourrissant. Ça me fait un peu penser à une galette d'avoine comme on avait à l'école à 1 pièce, mais plus sèche, avec un goût de noisette. Je pense qu'on peut s'inspirer encore de cette recette d'époque et la pimper avec plus de choses. Bien goûter à ça. Je te le dis d'avance, c'est sec en bouche. Wow. Moins sec que je pensais, mais c'est fade. En même temps, j'aurais rajouté peut-être un petit peu plus de miel. Il y a moyen de faire quelque chose, mais c'est pas encore ça. J'ai passé une journée complète en m'alimentant comme un vrai de vrai viking. On a fait de très belles découvertes. Shout-out au plat de saumon qui était délicieux. Le petit pain cuit dans un sac, j'ai trouvé ça original aussi. J'espère que ça vous a plu de découvrir toute cette culture en ma compagnie. Merci énormément à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Utilisez le code GURKI pour 5 € de réduction et 10% de remise sur votre prochaine commande. Dites-moi si ça vous tente de faire d'autres vidéos dans le style « Je mange comme un gladiateur pendant 24 heures. Je mange comme un roi mage. » À plus!